C'est une aventure fascinante qui fait la fierté de l'Égypte. Le canal de Suez, simple couloir maritime, est devenu au fil des décennies un point stratégique global d'une grande envergure. Avec nous pour en parler, Robert Solé, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste de l'Égypte et vous êtes l'auteur du livre Suez, histoire d'un canal à la croisée des mondes. C'est aux éditions Perrin. Alors commençons par un événement que vous relatez évidemment dans ce livre. Et ça avait braqué les projecteurs au fond sur cette région du monde, le canal de Suez. Vous vous rappelez ce qui s'était passé en mars 2021. Le chapitre s'appelle « On ne passe plus ». Rappelez-nous tout simplement. Mais oui, on ne passait plus. En mars 21, un porte-conteneur géant, un échouage de ce porte-conteneur avait bloqué le canal de Suez et avait donné l'impression de bloquer la mondialisation parce que pendant une semaine, de nombreux navires, il y a plus de 20 000 navires qui passent par le canal de Suez tous les ans. Alors imaginez un petit peu, pendant une semaine, tout a été bloqué, on s'est affolé et on a fini quand même par débloquer ce porte-conteneur, mais on a eu très peur et ça a eu de lourdes conséquences. Comment les bateaux ont fait? Ils ont contourné? Ils ne pouvaient pas contourner, justement. Ils ne pouvaient pas contourner dans cette portion du canal de Suez, on ne passait pas, on ne passait plus. Et alors, des travaux ont été entrepris par la suite, justement, pour doubler le canal dans cette zone-là. Et de plus en plus de navires transitent par cette voie maritime. On sait aussi que, plus récemment, c'est un conflit depuis l'attaque du Hamas en Israël et les représailles des Houthis, notamment dans le golfe d'Aden, qui fait qu'il y a des difficultés dans ce couloir maritime. Quelles en sont les conséquences pour les Alors là, on est en pleine actualité. C'est-à-dire que le canal a perdu 60% de sa clientèle, donc des droits de passage, qui sont très importants pour l'Égypte, bien entendu. Pourquoi? Parce que des rebelles houthis qui contrôlent une partie du Yémen, qui contrôlent la capitale du Yémen, ont lancé des attaques contre des navires par solidarité avec les Palestiniens de Gaza, pour attirer l'attention, pour faire pression sur les acteurs régionaux ou mondiaux, les grandes puissances, et on en est là. Alors les armateurs ne veulent plus que leurs navires passent par cette zone et contournent l'Afrique. Ils reprennent la vieille route du Cap de Bonne-Espérance. Ouais, et on voit la carte dans votre livre notamment. Quelles sont les conséquences financières pour l'Égypte? Alors pour l'Égypte, comme je vous le disais, là, le canal de Suez, au dernier exercice, a rapporté à l'Égypte 9 milliards de dollars. Oui. Or, l'Égypte est un pays très endetté, qui consacre l'essentiel de ses revenus au paiement des fonctionnaires, au remboursement de la dette, à des subventions. Enfin, c'est une somme importante pour l'Égypte. Voilà, l'Égypte n'a pas le choix. Elle doit s'adapter. Heureusement, l'Égypte n'a pas que le canal de Suez. L'Égypte a le tourisme, qui est une source importante de revenus. L'Égypte bénéficie de l'apport des fonds des travailleurs à l'étranger. Et puis l'Égypte bénéficie d'une, ce que j'appellerais une rente géostratégique. L'Égypte est un pays important. L'Égypte est le pays qui a fait la paix avec Israël. L'Égypte est le premier pays en 1979 qui a fait la paix avec Israël, qui est aidé par les États-Unis, qui est aidé par les Européens. On a besoin de l'Égypte, on a besoin de la stabilité de l'Égypte. Et c'est l'un des rares États de la région stables dans une région à feu et à sang. Stable, où on va voir qui a été aussi déstabilisé précisément dans ce canal de Suez. Alors vous avez dit 20 000 bateaux, ça représente tout de même 10% du commerce maritime mondial. Alors on va maintenant traverser les siècles. Vous écrivez, Ferdinand de Lesseps n'est pas l'inventeur du canal de Suez, alors a priori on est plutôt surpris. L'idée de réunir la Méditerranée à la mer Rouge a été maintes fois avancée en Europe depuis le XVIe siècle, sans trouver cependant un début de réalisation. Et vous remontez même au XVe siècle avec un Portugais, Bartolomé Dias. Qui était-il? Oui, vous savez que les Portugais ont contourné l'Afrique, en fait. Les Portugais ont trouvé cette route maritime qui permettait de joindre l'Europe aux Indes. Ce qu'a fait Ferdinand de Lesseps est différent, quelques siècles plus tard. En fait, tout le monde rêvait de réunir, de joindre la Méditerranée à la mer Rouge pour réduire de moitié la route des Indes, pour ne plus contourner l'Afrique.
Ferdinand de Lesseps n'a pas inventé le canal de Suez, puisque, comme vous l'avez dit, beaucoup y rêvaient. Mais Ferdinand de Lesseps est arrivé au bon moment, avec la bonne formule. Un canal tout simple, tout droit, qui traverse 160 km de désert et qui relie la Méditerranée à la mer Rouge. Alors qui, quand et pourquoi? Qui? On a un début de réponse. Quand et pourquoi ce canal a été construit? Quel rôle a joué Napoléon? Alors c'était au temps de Napoléon III. Napoléon III. En fait, Napoléon III a joué un rôle très limité, puisque le canal, c'est la réalisation de deux hommes. Ferdinand de Lesseps, un Français, et le gouverneur de l'Égypte, Saïd Pacha. Ce sont deux hommes qui ont décidé ensemble de changer la carte du monde. Et ils l'ont fait contre l'avis de l'Empire ottoman. L'Égypte n'était qu'une province de l'Empire ottoman à l'époque. Ils l'ont fait contre l'Angleterre qui ne voulait pas de ce canal. Elle ne voulait pas de ce canal parce qu'elle avait peur que les Français s'implantent dans l'isthme de Suez. Et ces deux hommes ont défié tout ce monde et ont décidé seuls de changer la carte du monde. Exploit technique avant tout. C'est un exploit incroyable. Nous sommes au milieu du 19e siècle. Il s'agit de percer le désert. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Il y a 160 km à percer dans le désert. Et en plus, les ingénieurs anglais expliquent que c'est irréalisable, que ce canal va s'ensabler. En plus, on est au temps de la marine à voile. Ce canal ne peut fonctionner qu'avec des bateaux à vapeur. L'essentiel de la marine marchande est à voile. Donc c'est un pari, là aussi. Pari financier, il faut trouver des actionnaires. Il faut que les gens investissent dans le sable. Qui a payé? Ce sont essentiellement des petits actionnaires français, très nombreux. Mais comme il n'y avait pas assez d'argent, Ferdinand de Lesseps a forcé la main à son ami Saïd Pacha et l'a obligé à acheter 40% du canal de Suez. Et il y a aussi un défi commercial qui se pose. La question, c'était de savoir si ça allait fonctionner par rapport à la route des Indes. Mais justement, et ça a fonctionné. Et paradoxalement, le principal client du canal de Suez, ça a été les Anglais, qui ne voulaient pas du canal. Et les Anglais sont allés encore plus loin, puisque quelques années plus tard, le canal a été inauguré en 1869. Et en 1875, les Anglais ont raflé, ont acheté toute la part égyptienne, toutes les actions égyptiennes, et sont devenus le premier actionnaire du canal de Suez. Et alors, il y a cette expression aussi que vous utilisez, vous dites bombe, c'est aussi une bombe politique. Pourquoi? Mais le canal de Suez a démontré qu'il était au centre de tous les conflits, finalement. Ne serait-ce qu'au Proche-Orient, sans remonter aux guerres mondiales, etc. La guerre de 1956, évidemment, c'est la guerre de Suez, c'est le canal de Suez. Alors Nasser décide de nationaliser le canal, le président Nasser. Les Anglais, les Français, les Israéliens interviennent, on les arrête, l'Union soviétique les arrête, et Nasser apparaît comme le leader du monde arabe, celui qui a fait reculer les Occidentaux. 1967, c'est la guerre de 6 jours. Ce sont les Israéliens qui attaquent. Les Israéliens vont attaquer, vont occuper le Sinaï, et le canal de Suez va être bloqué. Et il sera bloqué jusqu'en 1975. Entre-temps, il y a eu la guerre dite du Kippour, ou la guerre d'octobre, 1973. Le canal est au centre de cette guerre, puisque les commandos égyptiens vont franchir le canal de Suez. Et les Israéliens vont le franchir dans l'autre sens. Ça sera une partie nulle. Vous voyez, le canal est toujours au centre de ce qui se passe au Proche-Orient. Alors pour la petite histoire, par dépit envers la France, Nasser déboulonne la statue de Ferdinand de Lesseps qui se trouve à Suez, à l'entrée du canal, je parle sous votre contrôle. Il la met dans un hangar. Est-ce qu'on sait si les Égyptiens l'ont réhabilité ou pas? Alors, c'est pas Nasser lui-même, en fait, c'est la population, c'est les gens, c'est bon, et appuyé par les autorités. Ils ont déboulonné cette statue qui a été récupérée discrètement, et qui a été réhabilitée, mais qui n'est toujours pas exposée. C'est très délicat. Et au moment de la construction, il y a aussi apparemment des oulémas qui avaient peur qu'en modifiant de façon artificielle la géographie, cela porte malédiction. Il y a l'intervention de l'émir Abdelkader. Que se passe-t-il à l'époque? Mais Abdelkader était très lié à Ferdinand de Lesseps et il a défendu évidemment l'opération. On a
modifié la géographie, on a rectifié la carte du monde. Ouais. Il aurait obtenu des terres en échange, l'émir Abdelkader, qui vivait en Syrie. Oui, mais il n'a rien obtenu en fin de compte. Ouais. Ce livre, c'est un long projet, hein, peut-être de 10, 20, 30 ans, que vous avez voulu écrire. Mars 2021, on le disait, ce porte-conteneur bloqué, forcément, ça accélère son écriture. Pourquoi est-ce que ce canal vous fascine autant? On connaît votre lien avec l'Égypte, évidemment, mais au-delà. Mais ce canal me fascine parce que, on l'a un petit peu dit, parce que ça a été une aventure formidable. Ça a été une aventure pacifique. Il s'agissait quand même de rapprocher les continents, de faciliter le commerce international qui s'est formidablement développé depuis. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des multinationales, parce qu'il y a eu des pays comme la Chine qui sont devenus de grands pays industriels, des pays agricoles comme le Brésil, des États pétroliers. Tout ça a fait que le commerce mondial, qui est essentiellement maritime, s'est formidablement développé. Et donc le canal de Suez a été un tel défi technique, un tel défi commercial, un tel défi politique que ça m'a passionné. Il est bien entendu célèbre dans le monde entier, au même titre que le canal de Panama. D'ailleurs, de Lesseps a été impliqué dans l'affaire du scandale de Oui. Panama. Une question sur l'environnement tout de même. Le canal de Panama, on sait que les bateaux flottent sur de l'eau douce. Il y a une question environnementale. Il manque d'eau douce pour ce pays, le Panama, pays d'Amérique centrale. Qu'en est-il de la question environnementale sur le canal de Suez? Oui, alors vous avez raison, parce que le canal de Panama a été affecté pratiquement en même temps que le canal de Suez. Le canal de Suez, pour des raisons géopolitiques, ce sont les Houthis. Le canal de Panama, pour des raisons climatiques, c'est le manque d'eau, puisqu'il y a des écluses. C'est, comme vous l'avez dit, un canal d'eau douce. Votre question était... Est-ce qu'il y a un impact environnemental quand on voit le trafic maritime, est-ce que c'est une donnée que l'Égypte prend en compte, ou est-ce que forcément le facteur financier... Mais le canal de Suez lui-même a eu un impact sur le climatique, un impact environnemental, puisqu'il y a des espèces marines de mer Rouge qui se sont retrouvées en Méditerranée. On appelle ce phénomène le phénomène lessepsien, et ça a modifié, c'est en train de modifier certaines rives de la Méditerranée. Mais la question climatique est fondamentale pour les années qui viennent, parce que le canal de Suez risque d'avoir un concurrent dans le nord. Dans le pôle, il y a de nouvelles routes du nord sur lesquelles la Russie notamment compte beaucoup et qui pourraient gêner énormément le canal de Suez. Vous savez, un canal comme le canal de Suez est soumis à des évolutions climatiques, des évolutions techniques. Quels seront les bateaux de l'avenir? Avec quel carburant fonctionneront-ils? On reparle maintenant de marine à voile. On reparle de navires hybrides. Tout est possible aujourd'hui, tout évolue et évolue très vite. Et parmi la fierté d'Égypte, on le sait, il y a bien entendu les pyramides, les pharaons, toute une civilisation. Qu'en est-il de ce canal de Suez dans l'esprit collectif d'Égypte? Ah, mais les Égyptiens sont très fiers de leur canal, très fiers de la nationalisation du canal, ne veulent surtout pas que des capitaux étrangers entrent dans le fonctionnement du canal. Et il y a eu des rumeurs il y a quelques mois, et là on a assisté à une levée de bouclier générale. Les Égyptiens tiennent à leur canal. Pas touche au canal. Merci beaucoup Robert Solé-Suez, Histoire d'un canal à la croisée des mondes, c'est aux éditions Perrin. Merci d'être venu nous parler donc de ce canal de Suez passionnant. Merci à vous.